Allez, on se lance dans une nouvelle enquête aujourd'hui. On ouvre un dossier assez complexe, un mystère qui frustre pas mal de propriétaires de chats. La fameuse, l'insaisissable, allergie alimentaire féline. Alors, la grande question au cœur de notre affaire, c'est celle-ci. Un chat qui se gratte encore et encore. C'est notre tout premier indice. Mais où est-ce que ça va nous mener? L'enquête commence maintenant. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est d'analyser la scène de crime. Et dans notre cas, la scène du crime, c'est la peau du chat. C'est là qu'on va trouver les toutes premières pistes. Ok, regardons cette scène de plus près. Le premier indice, vraiment crucial, c'est ce qu'on appelle un prurite non saisonnier. Ça veut simplement dire que le chat se gratte tout le temps, peu importe la saison. Et notez bien ça, c'est un détail super important, ça se passe surtout autour de la tête et du cou. C'est vraiment un indice majeur qui oriente déjà nos soupçons. Et en continuant notre examen, les preuves s'accumulent. Ça peut prendre plusieurs formes. Parfois, on a une perte de poils bizarrement symétrique, c'est l'alopécie. D'autres fois, on observe une dermatite miliaire, vous savez, ces tout petits boutons avec des croûtes, c'est un signe clair d'irritation. Et dans les cas plus sérieux, on peut carrément avoir des lésions inflammatoires. Le truc, c'est que tous ces indices peuvent apparaître en même temps. Mais attention, parce que les indices ne sont pas toujours que sur la peau. Parfois, l'affaire se corse un peu avec des complices. Des troubles digestifs, par exemple, comme des vomissements ou de la diarrhée, peuvent faire partie du tableau. Ça rend l'enquête tout de suite un peu plus complexe. Bon, maintenant qu'on a bien inspecté la scène du crime et qu'on a relevé les premières preuves, il est temps de passer à l'étape suivante. On va essayer d'identifier les coupables les plus probables derrière tous ces symptômes. Et voilà nos suspects numéro 1. Dans la grande majorité des cas, les coupables sont des protéines très communes dans la nourriture pour chat. Leur nom, le bœuf, le poisson et le poulet. C'est sur ce trio qu'on va d'abord se concentrer. Mais voilà, avoir une liste de suspects, ça ne suffit pas pour boucler une affaire. Les preuves qu'on a jusqu'ici sont circonstancielles. On a besoin de quelque chose de solide. Et comme le dit cette phrase, la seule et unique façon d'avoir un verdict de culpabilité, c'est de suivre une procédure bien précise. Alors, avant d'aller plus loin, il y a une étape absolument fondamentale dans n'importe quelle enquête. Il faut être sûr de ne pas accuser un innocent. On doit donc d'abord identifier et écarter ce qu'on pourrait appeler les imposteurs. Ce sont d'autres maladies dont les symptômes ressemblent à s'y méprendre à ceux de l'allergie. Alors, qui sont-ils, ces fameux imposteurs? On a par exemple un parasite, la gale notohédrique. On a aussi une infection par un champignon, la dermatophytose, qu'on connaît mieux sous le nom de teigne. Plus rare, une forme de cancer, le lymphosarcome cutané. Et ça peut même être une réaction à un médicament, le méthimazole. Il faut vérifier chacun de ces points avant de continuer. Tiens, comparons notre suspect principal avec l'un de ces sosiers les plus courants, la teigne. L'allergie alimentaire, ça gratte énormément, alors que la teigne, en général, ça ne gratte pas ou très peu. Et surtout, les outils pour les démasquer sont complètement différents. Pour la teigne, on fait une culture fongique en labo, pour l'allergie, on se fie au fameux régime d'éviction. Bien sûr, il n'y a pas que la teigne. Les autres imitateurs, comme certains acariens ou cancers, ou même ces réactions aux médicaments, doivent aussi être écartés. Le vétérinaire va utiliser des tests spécifiques pour chaque cas afin de resserrer l'enquête autour du vrai coupable pour ne laisser aucune place au doute. Ok, tous les imposteurs ont été innocentés. Le champ est libre. On peut maintenant passer au moment clé de notre enquête, le point culminant. L'interrogatoire décisif. C'est la seule méthode qui peut forcer le vrai coupable à passer aux aveux. Et cette méthode, c'est le test ultime, le régime d'éviction. C'est vraiment la clé de voûte de tout le diagnostic. Le principe a l'air simple. On donne au chat une nourriture avec des ingrédients qu'il n'a jamais mangés avant. Mais la règle est absolue et non négociable. Aucune friandise. Zéro. Pas le moindre petit écart. La plus petite erreur peut fausser toute l'enquête. La discipline est la clé du succès. Alors, comment ça se passe concrètement, cet interrogatoire? Il faut savoir que ce n'est pas une histoire de quelques jours. Ce régime doit être suivi pendant au moins 8 semaines. C'est le minimum. Et on continue jusqu'à ce que tous les symptômes aient complètement disparu. La patience est donc une qualité essentielle pour résoudre cette affaire. On y est presque. On approche de la conclusion. Grâce au régime, les symptômes ont disparu. C'est une super nouvelle. Mais comment être sûr à 100%? Comment obtenir la preuve finale, celle qui va nous permettre de clore le dossier? C'est l'heure du verdict. Et le verdict, il est rendu grâce à ce qu'on appelle le test de provocation. C'est la confrontation finale en quelque sorte. Voilà comment ça marche. D'abord, on a la rémission, les symptômes ne sont plus là. Ensuite, la provocation. On réintroduit l'ancienne nourriture, celle qu'on soupçonne. Et si les symptômes reviennent en moins de 10 jours, c'est la récidive. Et cette récidive, ce sont les aveux du coupable. La preuve irréfutable, l'affaire est classée. Donc pour résumer tout ça, le rapport final du détective, ça donnerait quoi? C'est simple, ça tient en 3 étapes.
1. On identifie les signes sur la scène de crime, les démangeaisons à la tête et au cou. 2. On met tous les imposteurs hors de cause grâce au bon test. Et 3. On obtient les aveux du coupable avec la méthode infaillible du régime d'éviction, suivie du test de provocation. Voilà, l'affaire est résolue, le coupable est démasqué et le diagnostic est posé. Mais ça soulève une dernière question qui est tout aussi importante. Maintenant qu'on connaît le problème, comment gérer cette condamnation à vie? C'est le début d'un tout nouveau défi pour assurer le bien-être du chat sur le long terme.